Destructeur de vignes ou bienfaiteur pour le vin? Qui se cache derrière l'appellation Botrytis cinerea? Champignon aux propriétés changeantes, il est ainsi capable de transformer le raisin en or, mais aussi d'anéantir une récolte. Le botrytis, un champignon de la famille des ascomycètes, est un parasite qui affecte nombre de végétaux. Environ 270 sont concernés et parmi eux la fraise, la tomate ou encore la vigne qui nous intéressera très particulièrement dans ce reportage. Le botrytis est surtout visible à partir de la véraison, moment de l'année où le raisin gonfle et change de couleur. Il va passer alors du vert au rouge vif pour les raisins noirs, du vert au jaune translucide pour les raisins blancs et prendre une teinte rosée pour les raisins gris. Il peut toucher tous les organes de la vigne, mais va particulièrement affecter la baie, en profitant de la moindre blessure pour s'installer. La particularité de Botrytis cinerea est en fait d'affecter le raisin de deux manières différentes. Dans certaines conditions climatologiques, il va développer la pourriture grise qui n'est absolument pas désirée des vignerons, alors que dans d'autres conditions, il développera ce qu'on appelle la pourriture noble. Avant de nous pencher sur le vaste sujet de la pourriture noble qui peut être utilisée pour la vinification, voyons ce qu'il se passe du côté de la pourriture grise. Bonjour Monsieur Dupont, pourriez-vous nous expliquer les symptômes de la pourriture grise? Bonjour, la pourriture grise peut se manifester sur les sarments, sur les feuilles et sur les grappes. Les rameaux blanchissent après août environ et des boursouflures noires apparaissent. Sur les feuilles, on va voir apparaître des taches brunes qui grandissent avec le temps. Pour les grappes, enfin, on constate un épais feutrage gris sur les baies, et les baies de raisin blanc peuvent présenter une coloration brune. Et comment se développe cette pourriture grise? C'est dans certaines conditions climatiques qu'elle se forme. Comme tous les champignons, il faut que Botrytis cinerea se développe rapidement dans des conditions humides et avec des températures douces. Ce qu'on appelle pourriture grise, c'est en fait quand le botrytis évolue normalement. Le développement du botrytis s'effectue à des températures confondues entre 15 et 20 degrés, en présence d'eau libre ou d'une humidité avoisinant les 90%. Le type de sol, la topographie, c'est-à-dire la configuration du lieu, ainsi que l'approche de la maturité, jouent également un grand rôle dans l'évolution du botrytis. Ce sont les brumes matinales de juin, juillet ou septembre, suivies de journées pluvieuses qui engendrent le développement de la pourriture grise. La journée étant trop humide, l'eau ne pourra pas s'évaporer de la baie et la pourriture grise apparaîtra. Et donc, quelles sont les conséquences de la pourriture grise? On ne peut pas vinifier les raisins atteints de pourriture grise, car sinon le vin aura un goût de moisi terreux. Les vignerons perdent donc une grande partie de leur récolte quand la pourriture grise sévit. Étienne Sip, viticulteur biologique à Ribeauvillé, vous êtes avec nous aujourd'hui et nous avons une première question pour vous. La pourriture grise a-t-elle déjà fait de gros dégâts sur vos cultures? Dans le temps, oui, il fallait faire extrêmement attention. Le dernier millésime où la pourriture grise était extrêmement violente était le millésime 2006. Depuis ce millésime, il n'y a plus de forte attaque de pourriture grise en ce qui nous concerne. Mais c'est aussi, je le répète, fortement lié au fait que nous soyons passés en viticulture biologique. C'est d'ailleurs de cette forme que le champignon tient son nom cinerea, qui signifie en latin gris ou cendre. Le botrytis, quant à lui, fait plutôt référence à la forme du champignon observé au microscope, puisqu'il tire son nom du grec botrus, qui signifie la grappe de raisin. Tout à l'opposé de cette forme vraiment indésirable, Botrytis cinerea peut aussi prendre la forme de pourriture noble, qui ravit les viticulteurs. En effet, grâce à elle, certains vins haut de gamme vont pouvoir être produits. Les vendanges tardives et les sélections grains nobles.
En ce qui concerne la pourriture noble, c'est un peu plus compliqué. Son développement nécessite des conditions climatiques tout autres que celles conduisant à la formation de la pourriture grise. La pourriture noble a besoin de conditions très particulières pour se développer, c'est-à-dire une alternance entre humidité et sécheresse. Une journée ensoleillée précédée de brume matinale est donc un climat propice à la croissance de la pourriture noble. En effet, la sécheresse et l'ensoleillement en journée permettent le phénomène qu'on appelle le passerillage. Le passerillage est en fait un terme qui désigne l'assèchement du grain de raisin. Ici, c'est directement sur les vignes que cela va se produire, alors que dans certains cas, on va faire sécher artificiellement en l'exposant au soleil, comme par exemple pour les vins de paille. Dans notre cas de passerillage sur les vignes, ceci est possible grâce à la présence de la pourriture noble qui détériore la peau et facilite donc le passerillage qui se fait grâce au vent et au soleil. Ainsi, les vignobles situés sur les coteaux où le vent souffle plus qu'en plaine sont idéales. En effet, lorsqu'on observe la peau d'un raisin atteint de botrytis, on peut constater que la peau est comme déchirée à certains endroits, ce qui n'est pas visible sur la peau des raisins sains. L'organisation des cellules semble aussi plus désordonnée par rapport aux raisins sains qui présentent des cellules parfaitement alignées. Le pathogène sécrète pas mal d'enzymes qui ciblent les parois des cellules végétales et qui les mangent littéralement, en attaquant la paroi des cellules. La cellule va alors éclater quand la paroi est mangée, et cela crée une détérioration de la peau. Ces conditions poussent le champignon à ne pas se développer de manière normale, dans les conditions idéales pour un champignon qui donne la pourriture grise. Et donc la vigne est aussi un facteur, puisque si le champignon est trop bien nourri, il donnera de la pourriture grise, comme nous l'explique Étienne Sipe. Ce qui se développe naturellement dans des vignes qui ont beaucoup de vigueur, donc qui ont été conduites avec beaucoup d'intrants, d'azote, d'engrais, dans ces cas-là, ce qui se forme le plus souvent, c'est la pourriture grise. Par contre, en ce qui nous concerne, sur nos vignes en agriculture biologique, dans la mesure où on n'apporte pas d'engrais, la vigne n'a pas beaucoup à manger, il n'y a pas beaucoup d'azote. Donc dès que les conditions sont à peu près correctes, on a de fortes chances d'avoir de la pourriture noble et très peu de chances d'avoir de la pourriture grise. Pour nous, depuis que nous sommes passés en viticulture biologique, la pourriture grise a quasiment totalement disparu. La vigne n'est pas surnourrie à l'azote et donc la probabilité de formation du botrytis est bien plus faible. Le botrytis se forme surtout sur des vignes qui ont beaucoup à manger, qui ont une grande vigueur et qui du coup présentent un feuillage abondant qui ne permet pas à l'humidité de s'évacuer lorsqu'il pleut. Et en plus, donc, l'azote présent dans le pied va favoriser le développement du champignon. Dès la floraison, le botrytis infecte le raisin et se positionne sur la baie, provoquant sur sa peau de minuscules fissures qui faciliteront le passerillage. Le botrytis est un champignon qu'on appelle nécrotrophe. Comme le nom l'indique, trophe c'est manger et nécro c'est mort. Il mange sur des tissus morts. Soit il se développe sur les tissus morts, soit il va aller détériorer la plante et après se développer. Il sécrète des toxines et des choses qui font que les cellules meurent et il se développe. Au fil du temps, la baie de raisin se flétrit en perdant son eau. Le raisin est dit rôti. C'est un aspect que nous avons bien pu observer lorsqu'Étienne Sipe nous a fait visiter les vignes de son domaine, et plus particulièrement sur une parcelle appelée Grünspiel, juste avant les vendanges pour les raisins botrytisés. On voit aussi que le botrytis n'agit pas également sur l'ensemble de la récolte, puisqu'il s'installe d'abord sur certaines baies, en épargnant quelques-unes. Le botrytis a également pour effet d'engendrer une modification complexe de la structure du vin, modifiant directement les arômes qui seront par la suite transmis au vin. Ce sont ces arômes qui donnent cette particularité au vin issus de raisins botrytisés, tels que les vendanges tardives et les sélections grains nobles. Les effets de la pourriture noble peuvent être montrés par le biais de quelques manipulations et mesures. En effet, on peut constater l'effet du passerillage en mesurant la concentration en sucre du raisin pressé grâce à un appareil bien connu des vignerons, le réfractomètre portatif. L'appareil étant adapté aux besoins de ces derniers, la valeur indiquée par l'écran est en degrés d'alcool potentiel.
sachant qu'un degré d'alcool potentiel équivaut à 16,9 g par litre de sucre. La différence est alors flagrante. Le jus de raisin atteint de pourriture noble a une concentration en sucre 1,5 fois plus élevée que celle du jus de raisin sain. En effet, lors du passerillage, l'eau de la baie va en partie s'évaporer, donc la quantité d'eau va diminuer et la concentration en sucre va augmenter, tandis que la quantité de sucre sera toujours la même. La masse volumique, donc la densité, est plus élevée pour le jus de raisin issu des raisins botrytisés que pour les raisins sains. On constate que le pH est également modifié et cela peut s'expliquer par des réactions dans la baie entraînées par la présence du champignon. Quand un pathogène s'installe sur la plante, elle essaie de se défendre. Une manière de se défendre, c'est avec ce qu'on appelle des espèces réactives d'oxygène qui vont changer un peu le pH de la cellule et activer certains gènes, certaines protéines qui vont mettre la cellule dans un état d'alerte. La pourriture noble va donc permettre aux viticulteurs de proposer des vins plus riches en sucre, mais également avec des arômes différents. Alors, la pourriture noble est un exhausteur d'arômes. Cela complexifie les arômes du vin, surtout au nez. Alors quand on dit complexifie, cela ne veut pas dire cela les rend plus compliqués. Un vin complexe est un vin qui présente des arômes divers sur plusieurs palettes. Donc un vin atteint de pourriture noble va nous sortir des arômes allant de l'écorce d'orange, des notes de cire d'abeille, des notes d'agrumes qui se mêlent entre elles. En effet, selon une étude réalisée par Federici et al. En 2011, qui comparait la concentration de composés aromatiques dans les vins préparés avec des raisins sains et avec des raisins botrytisés dans différentes proportions, il y a plus de composés aromatiques dans les vins issus de raisins botrytisés. Ce qu'on appelle les arômes variétaux, ceux propres au vin, sont moins présents dans les vins issus de raisins atteints de pourriture noble, possiblement parce que certains des métabolites responsables des arômes sont modifiés par le champignon. En revanche, la composante aromatique des vins issus de raisins avec la pourriture noble est plus complexe, avec une palette de nouveaux arômes liés à la présence du champignon. Botrytis cinerea produit également du glycérol, que ce soit sous forme de pourriture noble ou de pourriture grise. Le glycérol est un composé au pouvoir sucrant comparable à celui du glucose, 0,60. Il est incolore, inodore et visqueux. C'est pourquoi les vendanges tardives et les sélections grains nobles sont des vins plus visqueux, aussi appelés vins liquoreux. La vigne et la vinification nécessitent cependant beaucoup plus d'attention et de travail pour réaliser ces vins d'exception. Oui, la vinification est beaucoup plus longue lorsque l'on vinifie des raisins atteints de pourriture noble. Le milieu est beaucoup plus visqueux et donc les fermentations sont beaucoup plus longues et il faut les surveiller très sérieusement pour éviter les montées de ce qu'on appelle l'acidité volatile, qui est un composé que l'on ne souhaite pas avoir en grande quantité dans les vins. La fermentation alcoolique est une des opérations les plus importantes de la vinification, puisque les sucres du raisin sont alors transformés en alcool. Cette réaction ne peut se produire qu'en absence d'oxygène, puisque les levures, ces micro-organismes champignons unicellulaires à l'origine de la fermentation, utilisent en quelque sorte la fermentation pour avoir de l'énergie quand l'oxygène manque. En fait, vous avez peut-être déjà remarqué cette réaction sur un fruit que vous avez laissé traîner un peu trop longtemps. En effet, lors de la pourriture du fruit, la peau se fragilise et les levures qui sont en surface pénètrent à l'intérieur. Alors piégées et en manque d'oxygène, elles provoquent la fermentation. Enfin bref, lors de cette réaction de fermentation alcoolique, les sucres fermenticibles se transforment en alcool, éthanol, selon cette formule. C6H12O6 donne 2CH3CH2OH plus 2CO2. C6H12O6 est une molécule qui présente beaucoup d'isotopes, c'est-à-dire des molécules qui ont la même formule brute, mais pas la même formule développée, comme le glucose ou le fructose. Par le biais de levure, elle va se transformer en éthanol et en dioxyde de carbone. On peut alors comprendre pourquoi les vendanges tardives et les sélections de grains nobles sont des vins plus sucrés. Puisque le vin ne peut pas être très alcoolisé, environ 12 ou 13% dans ces cas-là, le viticulteur ne peut pas se permettre de faire fermenter tous les sucres. Dans notre exemple précédent, où la concentration en sucre du jus de raisin atteint de pourriture noble était de 412 g par litre, seulement 202 g par litre seraient transformés en alcool pour obtenir un vin à 12 degrés.
resteront encore 210 g par litre de sucre dans le vin, de quoi proposer un vin très sucré. Pour les raisins sains, le calcul est le même, avec 270 g par litre de sucre à la base, moins les 202 g par litre transformés en éthanol, on obtient 68 g par litre de sucre dans le vin. C'est donc ce que l'on appelle le sucre résiduel. Cependant, en parallèle de la fermentation alcoolique, d'autres réactions vont se produire, comme la fermentation glycéropyruvique, qui, comme son nom l'indique, va transformer les sucres du raisin en glycérol. Pourquoi en parlons-nous ? Eh bien, le glycérol est également produit par Botrytis cinerea, que ce soit sous forme de pourriture noble ou de pourriture grise. Sa présence en plus grande quantité dans les vins vendanges tardives ou sélection grains nobles, due au fait qu'il est produit d'une part par le botrytis et d'autre part par la fermentation, explique donc la plus grande viscosité de ces vins comparée aux vins normaux. Nous l'avons vu au cours du développement de Botrytis cinerea, la baie subit beaucoup de transformations chimiques. Certains composés chimiques libérés par Botrytis cinerea vont rendre la vinification beaucoup plus complexe et ils peuvent également altérer la qualité ou le goût. Les lacases, par exemple, vont dégrader la qualité du vin. Les lacases sont des enzymes qui catalysent les réactions d'oxydation. Chez les champignons, certaines de ces enzymes sont sécrétées et jouent un rôle dans l'infection. Certaines peuvent oxyder les polymères de lignine et ainsi permettre aux champignons de s'attaquer aux parties lignifiées des plantes, c'est-à-dire le bois. D'autres lacases sont capables d'oxyder des métabolites produits par les plantes pour se défendre contre les pathogènes, comme les phytoalexines et les tannins, en les désactivant et ainsi favoriser l'infection. En effet, on constate que pendant l'infection du botrytis, tant qu'il n'y a pas d'augmentation du taux de sucre, l'activité lacase augmente en passant de 0 à 106,3 micro-unités enzymatiques par baie. Mais dès que la concentration en sucre augmente, l'activité lacase redescend à 39,1 micro-unités enzymatiques par baie. Dans le cas de la pourriture noble, les lacases sont peu actives par rapport au cas de la pourriture grise, puisque la concentration en sucre est plus élevée. Cependant, elles sont tout de même présentes et un minimum actives, c'est pourquoi on souhaite diminuer leur activité au maximum. C'est pour cela qu'on a recours à la thermovinification. C'est un procédé qui consiste à maintenir le vin sous 5 degrés Celsius afin de considérablement réduire l'activité des lacases. D'autres composés du vin, comme les glucanes qui sont des levures appartenant à la famille des polysaccharides, composés qui contribuent à la stabilité aromatique et à la viscosité du vin, sont bien connus pour rendre la filtrabilité du vin compliquée. C'est pourquoi les viticulteurs utilisent en certains cas des enzymes industrielles qui permettent d'augmenter la filtrabilité du vin. Pourtant, certains viticulteurs n'ont pas recours à ces pratiques et préfèrent laisser faire le temps pour ne pas dégrader la qualité du vin. C'est le cas des viticulteurs biologiques comme Étienne Sipe. Nous sommes producteurs de vins biologiques et donc tous ces artifices des techniques de l'œnologie ne nous concernent pas. Nous souhaitons garder l'équilibre et la cohérence des vins et donc ce style d'intervention ne fait pas partie de ce que l'on envisage. D'autant plus qu'il est totalement possible de s'en passer. Une autre précaution est à prendre avec l'ajout de sulfite lors de la vinification. La haute concentration de sucre plus les lacases produites par le champignon vont faire que les phénomènes d'oxydation sont très présents. Il faut donc ajouter une quantité d'antioxydants plus importante que pour les vins issus de raisins sans botrytis. Et l'antioxydant utilisé en vinification est le SO2 sulfite. Une vinification qui ne peut se faire que sur les raisins blancs et non sur les raisins rouges à cause du mode de vinification de ces derniers. La vinification des vins rouges demande une macération des pellicules après pressurage. Ceci conduit à une libération trop importante d'enzymes, presque impossible à contrôler. Les vins blancs ne comportant pas de macération après pressurage, on arrive à contrôler l'effet du botrytis. En bref, le botrytis est un champignon qui, dans des conditions climatiques idéales pour lui, peut ruiner une récolte, mais qui, dans des conditions différentes qui ralentissent son développement, va permettre aux viticulteurs de produire des vins haut de gamme aux arômes complexes. Évidemment, il apporte également des inconvénients qui peuvent cependant être contournés afin de donner les sélections grains nobles ou les vendanges tardives dont la renommée est mondiale.